Une semaine sans signature et on a l'impression que ça l'a fait une éternité que le Mercato OM n'a pas avancé. Le stage en Allemagne vient de se terminer et c'est l'occasion de faire un premier bilan sur la stratégie, de faire un point d'étape sur ce Mercato OM et de voir quelles sont les ambitions mais aussi les risques à court terme parce que la saison va commencer. Elle commence avec un dernier match de préparation mercredi prochain face au Bayer Leverkusen et ensuite le tour préliminaire pour la qualification à la Ligue des Champions. J'ai hâte, je suis excité et je suis très heureux de vous retrouver. Une éternité aussi, 4 jours sans vidéo. Vous avez été plusieurs à me solliciter par message privé sur Insta ou sur Twitter. Et ouais, on prend du temps pour préparer des choses. Merci pour vos messages, ça fait énormément plaisir. Et donc, il y a des choses qui vont évoluer dans les prochaines semaines. Peut-être en fin de vidéo, je vous partagerai certains éléments. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce studio que vous connaissez ici, eh bien, on arrive bientôt à la fin et un nouveau studio arrivera dans les prochaines semaines. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur CM Football. On va commencer dans le vif du sujet parce que on va se parler évidemment de ce stage en Allemagne. On va se parler de Marcelino et de l'interview qu'il a réalisée pour nos confrères de la Provence. On va se parler des recrues, des départs, le point complet sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Et puis on va répondre à cette question. Est-ce que nous partons pour des ambitions fortes, mais y a-t-il des risques également? C'est parti, installez-vous bien. Alors le stage en Allemagne s'est terminé avec ces deux résultats face à Eupen et face au RKC Waalwijk. L'Olympique de Marseille a perdu le premier match, l'a emporté sur le deuxième. On va pas revenir sur ces résultats parce que on est sur de la préparation, donc les conclusions, elles sont toujours délicates, mais il y a des impressions importantes qui sont à analyser sur ce stage. D'abord, la composition. On voit qu'il y a des joueurs qui ont disputé et qui ont été titulaires plusieurs fois pour Marcelino. Je pense notamment à Léo Balerdi, qui doit faire office, si on en croit évidemment ses titularisations, d'homme de base du côté de l'Olympique de Marseille. On peut aussi s'interroger, et on s'interrogera sur Jonathan Klaus tout à l'heure, qui était titulaire, mais lui, est-ce qu'il n'est pas titulaire par défaut, sachant que sur ce 4-4-2, eh bien, il a plus un rôle de latéral droit, non de piston. Et ça, évidemment, ça pose des questions sur la possibilité de voir arriver un nouveau latéral droit de métier. À noter aussi les deux titularisations de Soglo en remplacement de Lodi, Renan Lodi qui doit gérer une gêne musculaire et qui n'a pas encore disputé ses premières minutes avec l'Olympique de Marseille. À noter aussi la présence lors des deux rencontres en tant que titulaire de Pape Gueye à des postes particuliers et aussi de Unai qui a été titulaire et qui a joué 70 minutes hier. On va revenir sur cette rencontre face à Waalwijk, cette victoire. Under qui était titulaire mais qui n'était pas là hier. Vitinha titulaire et ensuite la première titularisation du duo Aubameyang-Sarr. Est-ce qu'on peut voir ici une ligne et peut-être les deux joueurs qui seront titulaires lors du match de qualification au tour préliminaire de la Ligue des Champions? J'ai envie de croire en ça parce que ces deux joueurs vraiment peuvent apporter énormément et on le verra. On le verra d'ailleurs dans l'analyse de l'interview de Marcelino. Le grand gagnant aussi, c'est Unai. Alors, grand gagnant parce qu'il a été titulaire. Il a été titulaire dans les deux rencontres. Titulaire à un poste de milieu offensif gauche. J'ai apprécié hier, notamment dans sa rencontre disputée, sa faculté à aller défendre également, à faire ce repli défensif qui est très important aux yeux de Marcelino. Et puis, j'ai apprécié aussi, dans ces 20 premières minutes de la rencontre disputée hier, le pressing haut qui a voulu justement agresser l'adversaire. On a senti les hommes de Marcelino très affûtés sur ces 20 premières minutes. C'est délicat ensuite dans le reste de la rencontre. C'est pour ça qu'on n'en tire pas de conclusion. Mais c'est sur une phase de récupération haute que Unai a récupéré le ballon, a joué avec Aubameyang en une touche. Aubameyang qui a remisé sur lui. Et Unai qui a eu la vista, l'œil pour mettre dans les meilleures dispositions Pape Gueye qui jouait dans un rôle de 9,5 et qui a ouvert le score et marqué le seul but de la rencontre. Un rôle de 9,5 pour Pape Gueye, intéressant à observer, intéressant parce qu'il a apporté de la profondeur dans son jeu à lui. On l'avait vu avec Sampaoli avoir différents types de postes. Là, on a senti dans le dispositif tactique un Pape Gueye qui pouvait justement prendre la place à un autre joueur qu'on attend du côté de l'Olympique de Marseille. Évidemment, je parle d'Iliman Ndiaye qui a ce poste du côté de Sheffield et
Peut-être que son arrivée va mettre sur le banc Vitinha, un Vitinha qui lui a un plus un rôle d'attaquant de surface à mes yeux, mais qui va apporter de la profondeur de banc. En tout cas, les impressions de l'Olympique de Marseille de ce stage sont plutôt positives par rapport à ce qu'on peut lire dans la presse et par rapport à ce que ces joueurs ont apporté sur le terrain. Alors, on va se parler de Marcelino. Marcelino qui a accordé une grande interview, 45 minutes, double page dans les colonnes de la Provence, avec d'abord évidemment 3 points qui sont à retenir. J'ai 3 points avec cette une, exigence, rigueur et humilité. On va y revenir tout à l'heure dessus, mais s'il y a un premier point qui m'a marqué dans la lecture de cette interview, c'est l'emploi du nous. Du nous, nous. C'est une ligne directrice de son interview. Il dit toujours nous quand il implique évidemment son staff, mais également les joueurs. Il a par exemple expliqué que ils avaient la volonté d'aller rechercher une expérience à l'étranger lorsque son staff et lui étaient en Espagne et que l'Athletic Bilbao était intervenu et qu'ils avaient choisi de rester en Espagne. Et là, c'est lui et son staff qui sont dirigeants sportifs de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et ça me plaît dans le discours de sortir de ce jeu, de cette appropriation et de cette volonté collective. Et ça, c'est un élément qui marque. Ensuite, il y a un autre élément, et je vous ai sorti 2 coupures de la Provence. Il a été interrogé sur l'exigence, qui est vraiment un maître mot, et cette exigence a été rappelée par le président Longoria. Lui, il répond: l'exigence amène la progression, la détente amène le confort. Donc, il est là pour apporter cette exigence, la rigueur, l'humilité, la camaraderie sont indispensables, car chaque footballeur doit avoir ses valeurs. Ça peut être des mots, ça peut être juste de la communication, et on peut le prendre comme ça en se détachant, en se disant oui, en fait, c'est que des paroles et des belles paroles. Mais je voudrais rappeler et faire une comparaison avec ce qu'était l'Olympique de Marseille il y a encore quelques années, avant que Pablo Longoria n'arrive, avant que Javier Ribalta n'arrive. On a un Olympique de Marseille qui grandit et il y a une stratégie, une ligne directrice qui est ici imposée avec le même champ lexical de communication que le président. Alors certains vont me dire, c'est normal, ils sont amis depuis plus de 20 ans, certes, mais il est important de faire les choses et de les dire. Et ensuite, il faudra faire ces choses-là et on sera très vite fixé dans le courant du mois d'août sur les capacités de Marcelino et de son staff à travers cette équipe. Mais c'est important de préciser que cette exigence, cette rigueur sont des éléments et des maîtres mots du staff et qu'ils doivent être appliqués. Après, on verra quels seront les actes. Et enfin, il y a un point tactique qui m'a marqué aussi. Alors, avant de rentrer dans la question qui a été posée, il y a un marquage en zone qui va être appliqué, qui va être une rupture par rapport à ce que réalisait Igor Tudor. Ça, c'est aussi un point à préciser. Et cette rigueur, elle va se retrouver sur le terrain avec une notion où je pense que cette équipe va davantage être défensive pour pouvoir ensuite attaquer les espaces avec des flèches. D'où le recrutement sur lequel on va venir juste après. On a beaucoup évoqué votre amour pour le 4-4-2. Pour cette saison, vous semblez vous diriger plutôt vers un 4-2-3-1. Lui, il explique que son 4-4-2, évidemment, est la base, mais que le 4-2-3-1 et le 4-3-3 pourraient être des solutions avec les joueurs qu'il va pouvoir recruter. On fera une évaluation précise quand on aura l'effectif définitif. On fait une pause ici, effectif définitif. Probablement, on l'espère évidemment, pas avant la fin du mois d'août. Si l'Olympique de Marseille passe le tour préliminaire, sera en barrage pour la qualification à la Ligue des Champions et le match aura lieu le 29 ou le 30 août. On suivra bien évidemment sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, ça veut dire qu'il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives si l'OM est en difficulté mais remporte ses matchs durant le mois d'août. Point important aussi, ces équipes n'ont jamais joué avec 2 attaquants parallèles. Ça veut dire qu'ils souhaitent avoir un attaquant rapide et dynamique et l'autre plutôt une pointe. Donc un 9,5 et un attaquant qui va peut-être être davantage devant. C'est pour ça qu'un Vitinha, à mes yeux, peut avoir sa carte à jouer, quand bien même Iliman Ndiaye pourrait arriver.
Beaucoup d'espoir, vous le sentez toujours de mon côté, avec ce fil conducteur. Tant que le dossier ne sera pas réglé, à mes yeux, Iliman Ndiaye à l'OM, c'est le Mbappé des fans du Real Madrid, pardon. On peut avoir un game changer ici, dans ce joueur que j'apprécie tant. Ce qui est clair, c'est que l'on doit créer des associations, trouver de la profondeur et être efficace dans la finition. Être efficace dans la finition, ça va faire une transition parfaite avec le recrutement qui est réalisé jusqu'à maintenant. Être efficace dans la finition, c'est là où l'OM a pêché l'année dernière notamment. Et là, on a des attaquants aujourd'hui d'expérience, de métier qui arrivent et des attaquants qui vont pouvoir aussi faire sauter des verrous, je pense à Ismaïla Sarr. Alors justement, faire le point sur le mercato OM, faire le point sur ses recrues. Doit-on s'enflammer ou rester calme? J'ai pu lire, j'ai pu voir, j'ai pu entendre des créateurs de contenu ou des médias se poser la question, est-ce qu'on s'enflamme ou est-ce qu'on doit rester calme? Il faut avoir une connaissance du club pour ça. Et quand on a une connaissance du club, on se dit qu'un Aubameyang, par rapport à sa carrière qu'il a réalisée, par rapport à Renan Lodi, qui jouait encore la Ligue des Champions en huitième de finale face à Manchester United il y a quelques mois, un Geoffrey Kondogbia qui a 30 ans, certes avec peu de matchs, peu de minutes jouées avec l'Atlético Madrid ces 6 derniers mois, mais avec une expérience et un bagage technique à faire pâlir d'autres milieux de terrain. Il y a un Ismaïla Sarr qui certes a joué en Championship, mais qui a surtout joué 2 saisons en Première Ligue, qui connaît la Ligue 1. Et quand on a ce type de recrutement à l'OM et qu'on fait sa comparaison par rapport à d'autres, on se dit que les risques ont été pris déjà dans un premier temps pour aller être prêt face au Panathinaikos ou au Dniepropetrovsk. J'ai réussi à le dire. Ouais, là, ça vaut un beau petit commentaire ou un petit smiley. En tout cas, ça me fera plaisir. En tout cas, ce recrutement, il est ambitieux. Ce recrutement est très bon. Ce recrutement, on le verra, il doit permettre, on l'espère, à l'OM d'être prêt pour cette Ligue des Champions et se qualifier et d'être prêt pour aborder les 4 premiers matchs. Est-ce qu'on peut s'enflammer? Ouais, j'ai envie de m'enflammer. J'ai envie de m'enflammer parce que c'est plaisant. Mais il reste encore des postes à pourvoir. Alors, je le disais sur Twitter ces derniers jours, concernant l'arrivée de Ruben Blanco qui doit signer dans les prochains jours, j'attendais un numéro 1 bis pour challenger Pau Lopez de mon côté. Pas mécontent dans un sens car fiable et a répondu présent la saison dernière, mais j'aurais aimé de la concurrence. Ce à quoi vous m'avez répondu sur Twitter qu'il y avait aussi une ligne directrice, une volonté de pouvoir garder une stabilité dans le poste de gardien, dans cette volonté aussi de voir un Ruben Blanco qui connaît déjà son entraîneur, qui connaît déjà son coéquipier, et que ça pouvait être stable. Et c'est vrai que la concurrence entre les gardiens n'est pas forcément favorable. On l'a vu entre Donnarumma et Navas. On a vu avec Navas et Courtois du côté du Real Madrid. C'est jamais simple du côté du Paris Saint-Germain et du côté du Real Madrid quand il y a 2 gardiens qui sont en concurrence. Donc, je vous écoute. Maintenant, on va voir comment Pau Lopez peut progresser aussi cette saison en étant davantage décisif. Parmi les autres pistes, il y a un latéral droit qui est recherché. On parle de Joachim Mehle. C'est une piste pour moi qui semble être un contre-feu, justement, pour que tous les yeux soient braqués sur cela et pour que l'Olympique de Marseille puisse travailler. On peut dire ça aussi quand on a le joueur qui ne signe pas, c'est vrai. C'est un joueur que j'ai pas réellement étudié encore aujourd'hui parce qu'il est loin de signer à l'Olympique de Marseille, mais l'Olympique de Marseille cherche en tout cas un latéral droit pour concurrencer Jonathan Klaus, un latéral droit de métier à suivre sur ce côté. Il y a Soglo, il y a aussi une piste sur le latéral gauche. Soglo qui est un joueur qui avait été recruté en même temps que Barthu Gelmaz et que Gigot la saison dernière, fin janvier 2022, Mercato 2022. Il est entré dans la rotation de l'effectif, il a fait un très bon stage et c'est vrai que dans ce stage en Allemagne, j'ai trouvé qu'il avait été intéressant à voir dans une progression et dans une opposition plus physique, tactique également, mais il a marqué des points et il semblerait que l'Olympique de Marseille ne recherche pas de deuxième latéral gauche et qu'il pourrait être la doublure de Renan Lodi à suivre. En tout cas, ça validerait les choix de la direction, d'aller chercher des joueurs en post-formation et de les faire grandir avec l'effectif. Les autres postes, vous les connaissez. Iliman Ndiaye, si vous débutez sur la chaîne, si vous me connaissez, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera ici
sur Iliman Ndiaye, l'avenir ou surcoté, une vidéo qu'on a réalisée avec Mansour Loum, rédacteur en chef de Sports News Africa, qui connaît très très bien le joueur et qui nous a donné son regard. Évidemment, on l'espère, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Et puis il y a le point Alexis Sanchez. Par rapport à Alexis Sanchez, ouais, j'ai envie de faire petite partie sur lui. La team OM est quand même extraordinaire, dans le bon sens du terme. Entre la femme d'Iliman Ndiaye qui avait mis ses objets en vente, sur Facebook ou sur Le Bon Coin, je sais plus, qui avait été snipé par justement la team OM, et Alexis Sanchez qui lui a retrouvé ses chiens en mettant la localisation sur Instagram de la ville de Marseille. On se dit qu'on a une team OM de folie qui est au taquet des moindres détails. Et c'est important, ces détails font la différence. Maintenant, est-ce que Alexis Sanchez va rester du côté de l'OM ? C'est une grande question entre son salaire de 700 ou 650 000 euros qui pourrait lui être accordé. Son professionnalisme n'est pas à remettre en cause. Évidemment, je serais très heureux qu'il revienne à l'OM. Maintenant, est-ce que ça va se faire ? Est-ce que l'OM n'est pas en capacité d'aller chercher un attaquant avec ce même type de salaire sur la durée ? Je sais pas. Mais c'est vrai que ce serait alléchant d'avoir Aubameyang et Alexis Sanchez sur le papier. Ça a de la gueule quand même. Donc on va attendre, on va patienter. Selon l'équipe, il n'y a pas d'informations particulières sur une rencontre avec l'OM. On verra ce qui va se passer, mais on suivra ça bien évidemment avec attention. Côté départ, toujours important de faire le point parmi les informations qui ont évolué. Évidemment, il y a eu le départ de Dimitri Payet, il y a eu le départ de Barthu Yilmaz. Dimitri Payet à l'OM, c'est fini, terminé. Voilà, il s'entraîne toujours avec à la commanderie. Il a toujours accès à la commanderie. En attendant de trouver un club, si vous voulez savoir quel est mon avis sur cette situation, je vous avais fait une vidéo à chaud à la suite de sa conférence de presse la semaine dernière. En tout cas, il y a des départs qui sont actés. Il y en a qui vont arriver. Sanji Zunder qui pourrait quitter l'OM. On parle de 8 à 12 millions d'euros en fonction des bonus. Pour moi, ça serait une vente intéressante. C'est-à-dire que je m'explique, il a 8 millions d'euros. C'est la somme qui avait été allouée pour l'acquisition de son contrat quand il venait de la Roma. L'OM ne perd pas d'argent. Vous m'avez répondu sur Twitter, oui, mais ce serait bien que l'OM en gagne. Bah déjà, fonctionnons par étapes. Ne perdons pas d'argent. Et puis même, j'ai envie de vous dire que Sanji Zunder, il a participé à l'évolution de l'Olympique de Marseille, à ce nouvel OM de Pablo Longoria, parce qu'il a disputé 2 saisons, il ne perd pas de valeur et son transfert est amorti. Et ensuite, on peut le revendre avec des bonus. Et puis surtout, on a un joueur qui n'a jamais triché, qui a toujours été présent, qui a toujours écouté ses entraîneurs, qui n'a jamais mené de fronde et qui a permis à l'Olympique de Marseille notamment de mettre fin à une disette de plus de 40 ans du côté de Bordeaux avec cette victoire qui aura marqué les esprits et qui aura aussi mis Bordeaux en Ligue 2 dans le global de la saison. Et ça, pour les supporters de l'OM, évidemment, c'est des éléments qui comptent. À titre personnel, j'aimerais revoir Bordeaux et Saint-Etienne en Ligue 1. Pourquoi ? Parce que ce sont toujours des matchs qui sont pleins de ferveur et qui sont positifs à voir parce que cette opposition, elle permet de grandir. Et j'ai envie de voir Bordeaux et Saint-Etienne rapidement de nouveau en Ligue 1. On revient sur les départs potentiels. Oui, Chancel Mbemba peut être une monnaie d'échange. Monnaie d'échange, surtout par rapport à un transfert. Il faudra patienter jusqu'à la fin du mois d'août parce qu'il pourrait succomber au charme de l'Arabie Saoudite. On sent qu'il y a des discussions qui peuvent être entamées. On verra ce qui va se passer. Mais ça peut être aussi un élément qui fait changer et qui fait regarder l'Olympique de Marseille sur des pistes de défenseurs centraux d'expérience. On a aussi Jonathan Klaus. Je l'ai mis, je l'ai intégré parce qu'à mes yeux, c'est pas un défenseur qui joue dans un 4-4-2. Il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'envie et il est en capacité de pouvoir s'adapter. Je l'espère, je le crois. Mais il y a peut-être un moment où on va s'apercevoir qu'il est en difficulté à ce poste-là et l'OM va peut-être pas rechercher 1 ou 2 joueurs, mais peut-être pas rechercher un joueur, mais peut-être 2 joueurs en fonction aussi des offres que Jonathan Klaus pourrait avoir. J'aimerais le voir rester du côté de l'Olympique de Marseille, mais évidemment, il faudra qu'il ait le niveau de performance adéquat à ce poste. Enfin, il y a une grande question qui va se poser autour du milieu de terrain. On sait que l'arrivée de Geoffrey Kondogbia combiné avec Unai qui pourrait jouer dans ce double pivot, ce serait mon double pivot favori,
pourrait faire partir d'autres joueurs. On pense à Guendouzi. Le journal de L'Équipe dit encore une fois que c'est la monnaie d'échange favorable principale de l'Olympique de Marseille. À voir s'il pourrait avoir des offres. On a un joueur qui semble vouloir rester du côté de l'Olympique de Marseille. Il doit apporter davantage avec son expérience au niveau de ce milieu de terrain et beaucoup de rigueur. On a Verretou et Rongier. L'un des deux pourrait quitter l'Olympique de Marseille. On entendait parler dans la presse ces dernières semaines que Valentin Rongier pourrait avoir des offres. Ce serait difficile de le voir partir, mais après, il y a une logique économique et puis il y a un groupe à tenir. Marcelino parlait dans son interview de 18 à 19 joueurs de très haut niveau pour pouvoir justement avoir une rotation dans l'effectif. Et puis il y a la question qui va se poser autour de Pape Gueye qui va être suspendu 4 mois, qui va se retrouver en fin de contrat en juin 2024. Un Pape Gueye qui a évolué avec Séville, qui semble avoir pris plus confiance et que la direction a vu très résilient par rapport au Watford Gate. Il est suspendu 4 mois à travers ce Watford Gate. À voir s'il va rester, mais s'il doit rester, c'est sûr que l'OM va chercher à le prolonger. Difficile à vendre, évidemment, parce qu'il est suspendu jusqu'au mois de décembre prochain. Alors, dans ce contexte, on arrive à la question ambition ou risqué. Je vous vois venir, et beaucoup m'ont posé la question sur la CAN, ça fera l'objet notamment d'une vidéo spécifique. On va attendre peut-être qu'il y ait d'autres recrues pour se poser la question si la CAN est risquée pour l'Olympique de Marseille. J'ai déjà un avis sur la question, mais je voulais vous partager mon avis à court terme ici sur les ambitions ou les risques de l'Olympique de Marseille. L'ambition première, évidemment, c'est ce tour préliminaire de Ligue des Champions avec ce match face au Dniepropetrovsk ou au Panathinaikos. Ça sera vraisemblablement le Pana parce qu'il l'a remporté 3-1 à domicile. Et clairement, l'effectif a été construit pour aborder ce mois d'août et ce nombre de matchs énorme que l'Olympique de Marseille va avoir à disputer avec ce dernier match OM Leverkusen qui aura lieu le 2 août prochain, mercredi prochain. Sonnez la cloche parce qu'on fera un avant-match spécifique sur cette rencontre et faire le point de quel 11 peut débuter, parce que ce 11 sera probablement celui qui débutera en tour préliminaire. Mais regardez le calendrier, l'Olympique de Marseille. Il est risqué. Il est risqué, c'est pas une nouveauté, mais il est risqué. Entre le Pana potentiel en aller-retour, intermédiaire avec Reims qui jouera à 17h, un samedi, en plein cagnard, au Vélodrome, merci la Ligue, et les diffuseurs. Le 19-20 août, le déplacement à Metz, entrecoupé, on l'espère, du barrage pour la Ligue des Champions, une réception de Brest, et je crois que l'OM joue le 2 à Nantes. Voilà pourquoi il y a des risques. Et le risque, clairement, il est potentiellement de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Et ce sera un échec. Et ce sera un échec compte tenu de l'effectif de l'Olympique de Marseille. L'effectif et le mercato réalisé. Et vous imaginez le bruit médiatique qui existera autour de cet OM s'il est éliminé et qu'il dispute l'Europa League. On fera le point, bien évidemment. À ce moment-là, on ne va pas présager du négatif, mais les ambitions sont là, le mercato est réalisé dans ce sens-là, et le président avait dit que l'OM prendrait des risques sur le marché des transferts. Eh bien, on l'a vu, et il sera temps, fin août, début septembre, de faire le point sur les objectifs, les ambitions globales, parce que l'ambition numéro 1 aujourd'hui, c'est évidemment de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est une ambition qui est risquée. L'OM dispose de l'effectif, mais il va encore falloir trouver les ajustements, notamment au poste de latéral droit, pour que l'OM, à mes yeux, soit plus confiant. Et puis au poste de latéral gauche quand même aussi, parce qu'on va attendre le Renan Lodi et j'espère le voir justement mercredi prochain. Alors, on va suivre ça bien évidemment sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura des congés du côté de mon côté. On va suivre ça à travers un nouveau décor pendant les congés. On sera présent. N'hésitez pas évidemment à suivre et à me dire ce que vous en pensez. On suivra tous les matchs de l'Olympique de Marseille. Alors, parfois, il y aura des débriefs à chaud si la connexion le permet. Parfois, il y aura des débriefs à froid. On verra ça en temps et en heure. Il y aura des avant-matchs quoi qu'il arrive. Et puis, pour ceux qui sont encore présents, il y aura un nouveau décor qui va arriver, un déménagement qui est en train de se préparer et un nouveau décor qui va habiller la chaîne dans les prochaines semaines. Alors, semaine prochaine, il y aura ce nouveau décor que vous verrez, mais surtout, il sera présent en septembre pour une nouvelle évolution de la chaîne et j'espère évidemment que ça vous plaira. La FAQ arrive très vite également. N'hésitez pas à me dire si ce mercato vous semble cohérent pour l'OM, s'il est ambitieux, s'il est risqué. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Ciao!